En voisine, Madame de Bril est venue sur le pas de sa porte pour nous souhaiter bonne route. Ici, à Saint-Jean-Pied-de-Port, malgré l'affluence des pèlerins et des touristes, nous aurons eu le sentiment d'appartenir à une petite famille. Mais le chemin nous attend et aujourd'hui, il ne sera sans doute pas de tourpeau. Déjà 2 heures de marche et nous n'en sommes encore qu'au début de nos peines. Un panneau annonce Roncevaux à 5h10, mais il nous en faudra bien davantage. Le temps est exécrable, nos habits trempés malgré nos pèlerines, et la caméra, pourtant habituée aux situations extrêmes, finira par tomber en panne sous les assauts successifs du vent, de la pluie et du brouillard. Voici donc, pendant une trentaine de secondes encore, sans commentaire sinon le souffle du vent et la sonorité de la tchalaparta chère aux bergers basques, les dernières images qu'il nous ait été possible de prendre dans de telles conditions. Le passage du point culminant ne restera, lui, que dans nos mémoires. Versant espagnol, 6 heures plus tard. La caméra, soumise à un vent plus sec, a daigné reprendre du service quelques centaines de mètres avant l'arrivée au monastère de Roncevaux, en espagnol Roncesvalles. Il aurait été possible d'arriver jusqu'ici beaucoup plus facilement par la route, mais ce n'est pas notre genre et ce n'est pas non plus celui de la plupart des pèlerins. Jean-Jacques, oui. Impression du vieux routier après ce deuxième passage? Magnifique, magnifique. J'ai été au bout de mes rêves aujourd'hui. Encore? Oh, je fais souvent ça, mais aujourd'hui, plus qu'un autre jour, encore. La dernière fois, il neigeait, cette fois presque. C'est toujours l'hiver ici. Ah oui, alors là, il faut... Mais ça fait du charme aussi. Je reviendrai encore une 3e fois où il y aura du soleil et je verrai tout cette fois-là. Et oui, il paraît que le passage du col de Roncevaux permet par beau temps de voir loin, très loin, sur le chemin de Compostelle. Ce sera pour une autre fois. Après le passage du col de Roncevaux, Chantal a encore fait chemin commun avec nous pendant quelques étapes, plus faciles. Mais aujourd'hui, à Puente la Reina, nous avons décidé de reprendre séparément nos bâtons de pèlerin. Paradoxalement, Puente la Reina est pour les pèlerins venus soit de Roncevaux par le chemin du Nord, soit du Somport par le chemin du Sud, en provenance d'Arles, l'ultime point de convergence. À partir d'ici, il n'est plus qu'un chemin jusqu'à Saint-Jacques, à moins d'aller suivre la côte, ce qui est certes plus spectaculaire, mais beaucoup moins habituel. Nous, au contraire, c'est ici que nous nous séparons, parce que nos rythmes sont finalement différents, et parce que Chantal, venue sur le chemin pour trouver une certaine paix intérieure, entend s'y consacrer à nouveau par la solitude retrouvée. Ce qui n'exclut pas un ultime échange de bons procédés. Chantal était allée étriller Anaïs, tandis que, de notre côté, nous lui apportions son sac à dos jusqu'à la porte ouest. À condition de se lever tôt et d'emprunter quelques chemins de traverse, on peut encore cheminer dans une presque solitude en direction de Saint-Jacques de Compostelle. Après Puente la Reina, ce furent Estella et sa Rua de las Tiendas donnant sur l'église du Saint-Sépulcre. Los Arcos, où les pèlerins changeaient autrefois leur argent pour s'acquitter du droit de passage. Viana, aux marches de la Castille. Logroño et son pont de pierre enjambant l'Èbre. Navarrete et Najera, vibrant encore au souvenir de Roland terrassant, le géant Ferragut. Santo Domingo de la Calzada, du nom d'un ermite qui venait en aide
aux pèlerins. Et voici à l'approche de Burgos, Belorado, ses grottes ermitages et ses 3 églises. À 9 h du soir, les enfants jouent encore dans les rues. Une fois de plus, notre arrivée crée le remue-ménage et il nous faudra aller cacher Anaïs derrière l'église pour la soustraire aux provocations affectueuses des gamins. Les gamins de Belorado n'ont pas découvert la cachette d'Anaïs, ou alors ils ont sagement respecté sa tranquillité, à moins qu'ils n'aient eu peur d'un méchant coup de sabot. Bref, notre Annès a passé une excellente nuit, nous aussi d'ailleurs, puisque nous avons dû nous rabattre à grands frais sur la dernière chambre d'une pension de famille plutôt cossue. Retour donc aux choses simples, le temps de bâter Anaïs, et nous redeviendrons à notre tour de simples pèlerins. Ils vont bientôt appartenir au passé, ces moments de fraîche surprise et d'intense solitude. Au fil des jours et des étapes, nous avions pu nous croire seuls au monde, seuls intermédiaires entre les étoiles et le plancher des vaches, minuscules fétus de paille humaine juste bons à marcher, à penser ou mieux, à rêver. Comme égarés parfois et contraints sur la terre ocre d'Espagne, entre les ceps encore chauves des vignobles de la Rioja, d'aller quémander notre chemin à un vigneron hâbleur se souciant de Saint-Jacques comme d'une guigne. Notre coquille, il nous semblait pouvoir l'arborer, seul ou presque, sur ce chemin de petits poussés où chacun dépose sa pierre, comme le petit prince dessinait à sa rose un mouton. Et puis, peu à peu, les premiers signes avant-coureurs ont pointé le nez. Au revers d'une église, dans une gargote bondée, quelques pèlerins exhibaient entre eux les tampons de leurs crédentials, comme autant d'anciens combattants dévoilant leurs cicatrices. Au fur et à mesure que le chemin de Saint-Jacques se rapproche de la Galice, les pèlerins se multiplient comme des pains. Pas étonnant, il suffit de 150 km à pied pour prétendre au diplôme final. Mais la plupart des Espagnols, rameutés par une publicité qui envahit jusqu'au petit écran, préfèrent par décence rejoindre le chemin en Castille, histoire de tester leur équipement tout neuf avant de franchir finalement à Saint-Jacques, entre fierté bue et vanité inconsciente, le portique de la gloire.